Voilà, eh bien, nous allons commencer cette deuxième édition de Science on tourne. Alors, bienvenue à tous à ce nouveau débat. Débat aujourd'hui qui va être consacré à la génétique, au génome. Le titre du jour, c'est « Le génome, ton génome à 1000 balles ». Et pourquoi avoir choisi ce sujet ? Parce que souvenez-vous, il y a à peu près un mois et demi, à Davos, était annoncée pour la première fois une machine qui allait permettre de décoder le génome de chacun à moins de 1000 balles en 2 heures. Donc voilà où en est la technologie aujourd'hui. Et évidemment, il y a beaucoup de questions éthiques qui se posent liées à tout ça. Ces questions qu'on va aborder tout au cours de cette séance, des questions qui vont de tout au tout. Déjà, comment est-ce qu'on fait pour extraire cette information génétique, ce génome, pour décoder ce génome ? Est-ce que chacun de nous est capable, une fois qu'on l'a extrait, est capable d'interpréter ce génome ? Et puis, que fait la loi là-dedans ? Est-ce que la loi devrait peut-être interdire le décodage s'il n'y a pas des buts médicaux qui sont avérés ? Puis, peut-être, un jour, est-ce qu'on risque pas d'être fiché, comme je ne sais pas si vous avez vu le film Gattaca, tous fichés dans des bases de données internationales. Alors, on essaiera de répondre à toutes ces questions avec 2 spécialistes. Jacques Nérinck, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes professeur honoraire à l'EPFL et conseiller national. Et puis Denis Duboul qui nous rejoindra tout à l'heure, qui est généticien à l'EPFL et à l'Université de Genève. Ça sera dans un instant. Mais pour commencer, je vous propose avec Emmanuel Barraud, qui est du service de presse de l'EPFL, qu'on fasse un petit tour d'horizon de la presse de ces derniers jours sur la question du génome. Et cette question du génome à 1000 balles, elle ressort très fréquemment, Emmanuel. Oui, très fréquemment, surtout depuis ce début d'année, lié à cette annonce à Davos. On a par exemple la Frankfurter Allgemeine qui parle du génome à 1000 $, suivi par le International Herald Tribune, ça c'est tout récent, c'était il y a 15 jours, où ils parlent de la course au génome le moins cher et ils estiment là que finalement il ne coûtera pas plus cher au final qu'un simple test sanguin comme ils sont faits tous les jours. Un génome qui part d'un prix très élevé, comme le rappelle. Qui part d'un prix absolument très élevé. On parlait de 3 milliards. C'était 3 milliards pour le tout premier génome humain il y a seulement 10 ans. Donc effectivement, les prix ont baissé de façon très très rapide. Ça veut dire que ça rend ce décodage quasiment accessible à tous ? Techniquement, oui. N'importe qui pourrait donner des échantillons de son ADN et les faire décrypter entièrement. Juridiquement, c'est un peu plus compliqué. On en parlera notamment durant ce débat. Mais effectivement, ce tarif fait que n'importe qui peut. C'est possible même de le faire à l'étranger par correspondance. On peut envoyer un échantillon de salive aux États-Unis et recevoir en retour son génome. Alors évidemment, la presse telle que ici La Liberté ou la Tribune de Genève et 24 heures ne manque pas de soulever quelles sont les questions, notamment d'ordre éthique que cela soulève, mais parle aussi évidemment des progrès médicaux qu'on peut en attendre. Est-ce que ça peut aussi booster l'économie finalement ? Est-ce qu'on va voir fleurir, comme aux États-Unis, des centaines d'entreprises qui disent voilà, maintenant pour 100 balles, 1000 balles ou je ne sais pas combien, vous pouvez décoder votre génome. Est-ce qu'en Suisse aussi, on voit des entreprises comme ça apparaître ? Alors effectivement, certains tentent de s'engouffrer dans ce nouveau créneau. On peut évoquer Fasteris à Plan-les-Ouates, près de Genève, qui a fait l'objet d'une couverture aussi dans la Tribune de Genève. Ça va évidemment croître beaucoup moins vite qu'aux États-Unis en raison des interdictions. Ici en Suisse, et on le rappellera tout à l'heure, il faut une prescription médicale pour pouvoir obtenir le décodage d'un génome. Oui, c'est ça. La loi n'autorise pas à chacun de décoder soi-même son génome. La loi ne l'autorise pas et n'est pas près de l'autoriser, puisque malgré l'intervention de Jacques Nérinck ici présent au Parlement, le Parlement a refusé de modifier la loi qui permettrait de le faire sur simple demande du patient. Donc, ça va peut-être bouger, mais en tout cas, ce n'est pas pour tout de suite. Et tout ça pour des questions éthiques ? Essentiellement éthiques, aussi une sorte de peur, une sorte de volonté de ne pas entrer trop profondément dans l'intimité de nos gènes, peut-être de peur d'y découvrir des choses qu'on n'a pas envie de voir. Et c'est un problème qui est soulevé dans l'hebdo ? C'est un problème que l'hebdo a également relevé récemment. Il parle du risque de lire dans son ADN et il a classé cet article dans la rubrique « Affaires à suivre ». Affaire à suivre. Merci bien, Emmanuel Barraud. On va suivre justement cette affaire. Donc, Denis Duboul, je vous invite à nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes généticien à l'EPFL et à l'Université de Genève.
Voilà, un micro. Et peut-être avant de rentrer dans le vif du débat et toute la polémique que peut susciter ce génome très bon marché, est-ce que vous pourriez nous rappeler quelques fondamentaux de la génétique? Et peut-être, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un génome? Un génome. Écoutez, un génome, c'est l'ensemble de votre information génétique. Dans chacune de vos cellules, vous avez quelques milliards de cellules. Chacune de vos cellules contient une bande magnétique qui est en fait le nécessaire à la lecture, dont la lecture est nécessaire pour tout ce que vous faites, ce qu'on fait actuellement, le métabolisme, le fait que vous puissiez tenir ce micro, etc. Tout ça, c'est codé par cette bande magnétique. L'ensemble de cette bande magnétique, on appelle ça le génome. C'est la même dans chacune de vos milliards de cellules. Donc si vous prenez 1 milliard de cellules et que vous les mettez en petits morceaux, vous arrivez à extraire une seule grosse bande magnétique qui est en fait 1 milliard de copies de la même. Donc vous pouvez la séquencer. D'accord ? En fait, il faut imaginer une sorte d'assiette de spaghettis avec 23 spaghettis à double, puisqu'on en a 23 de notre père, 23 de notre mère. Et si vous mettez ces spaghettis les uns à côté des autres, et que vous les coupez en tout petits morceaux et que vous lisez sur ces spaghettis, vous avez le génome. C'est une bande magnétique, finalement. Mais évidemment, le problème, c'est que sur cette bande, vous ne voyez rien. Pensez aux anciens cassettophones. Quand vous tiriez une bande magnétique d'un cassettophone, vous savez que dessus, il y a un certain nombre de chansons, mais vous n'arrivez pas à voir où elles sont. Ça, c'est typique du génome, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de gènes, mais on n'arrive pas directement à voir où ils sont. Donc il faut pouvoir les lire, et on les lit grâce au séquençage de l'ADN. Alors, dernier fondamental, cet énorme spaghetti, il est fait de 4 molécules, qu'on appelle A, C, G, T, pour faire simple. Donc, ce n'est qu'une suite, en fait, de ces 4 lettres, A, A, C, C, T, G, G, C, T, A, A, T, 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 G, C, etc. Vous commencez en haut à gauche, vous finissez en bas à droite, et il y en a un peu plus de 3 milliards. 3 milliards, ça fait à peu près 1000 millions de livres, faut vous imaginer, ou 1000 fois 1000 livres avec 1000 pages. Enfin, c'est un truc absolument énorme, et c'est pour ça que ça coûtait si cher à avoir la séquence complète. Donc la séquence complète, ça se lit comme un fichier. Vous commencez en haut à gauche avec le début, A, A, C, C, T, T. Puis vous finissez 3 milliards de lettres plus bas, en bas à droite, avec T, T, C, G, A, C, T. Donc ces machines, en fait, qui sont capables de décoder ce génome, vont me fournir une liste de lettres. Moi, comme un des mortels, je vais strictement rien comprendre à cette liste. Exactement. Cette liste, il faut dire qu'elle est disponible publiquement aujourd'hui. Donc n'importe qui d'entre vous qui a un ordinateur peut se connecter au génome humain, voir cette espèce de hiéroglyphe. Oui, mais elle est différente pour chaque personne. Alors, bien sûr, elle est légèrement différente pour chaque personne. Elle est à la fois très semblable et elle est très différente. C'est là où il y a tout le jeu de la génétique. C'est qu'entre vous et moi, cette séquence sera beaucoup plus semblable qu'entre vous et un chimpanzé ou entre moi et un gorille, probablement. Donc nous avons tous des séquences d'ADN en commun, nous avons tous les mêmes gènes, et c'est pour ça que nous sommes tous des humains, nous ressemblons tous en gros, mais par contre, chacun d'entre nous a des petites variations, ce qu'on appelle des polymorphismes. Par exemple, au lieu d'avoir un A, ici, vous allez avoir un T. Et moi, au lieu d'avoir un G, je vais avoir un C. Et dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de conséquences. Parfois, ça a quelques conséquences. C'est ce qu'on appelle des mutations. Parfois, ça va casser un gène, vous allez être malade. Parfois, ça va changer un petit peu comment le gène fonctionne. Et au lieu d'être malade, vous allez être un peu plus grand, un peu plus petit. Donc, c'est ça, ce qu'on appelle des polymorphismes. Et c'est ce qui fait que vous êtes différent de moi, alors qu'en fait, d'un point de vue évolutif, on est identique. Mais alors quand maintenant je commande mon génome pour 1000 balles, justement, je ne vais pas recevoir une liste de lettres. Non, il y a une interprétation qui est nécessaire derrière. D'abord, quand on dit que des compagnies américaines font un génome pour 200 francs, 300 francs, c'est pas exact. En fait, ces compagnies vous envoient les séquences qui correspondent à un certain nombre de séquences importantes qu'on appelle des gènes. Donc c'est pas le génome complet. C'est pas le génome complet, ça demande énormément de travail, c'est encore très très cher. Mais ce qui intéresse surtout les gens d'un point de vue médical, c'est d'avoir la séquence de vos gènes, puisque
En gros, si vous voulez, c'est là que se passe beaucoup de choses d'un point de vue médical. C'est pas là où se passe tout d'un point de vue médical, mais beaucoup de choses. Donc ce que vous recevez, en fait, c'est la séquence de vos gènes. Et puis, elle vous est envoyée sous une forme qui est évidemment que vous pouvez interpréter. Donc on va vous dire... typiquement, on va vous dire vous avez un polymorphisme de type X ou Y dans tel gène, donc vous pouvez aller sur un site, vous verrez que vous avez 14,8% de risque de développer telle maladie, etc. Et c'est ce qui va se passer dans le futur, en fait. On va avoir affaire à des calculs d'actuaires en génétique. On va vous dire voilà, votre génome a été fait... sur la base de ce que vous souhaitez savoir, hein, c'est-à-dire vous direz ce que vous souhaitez savoir, on peut vous dire que vous avez 60% de risque entre 58 et 62 ans de développer cette maladie. Cependant, si vous commencez à 15 ans un régime alimentaire qui contient 18% de tel acide aminé, vous allez diminuer ce risque de X%. Et vous allez vous retrouver devant un choix à faire qui est un choix absolument cornélien. Je pense que ça va générer une nouvelle profession, d'ailleurs. Ce sont des actuaires en génétique, des gens qui vont venir vous dire si vous avez besoin de conseils, voilà, allez chez un tel, il vous aidera à prévoir votre avenir. Hein. Et ça, c'est vraiment le nœud de la discussion, en fait. C'est cette notion de choix, je pense. Parce que finalement, est-ce que l'environnement influence pas beaucoup le développement de maladies, beaucoup plus finalement que le gène lui-même? Absolument, mais c'est une relation qui est très complexe entre l'environnement et notre génome. Mais ce sera inclus dans ces calculs. C'est-à-dire, on vous dira, en fonction de la structure génétique que vous avez, vous feriez mieux de vivre à telle altitude plutôt que de rester à Lausanne. Allez vivre à Arola, c'est mieux parce que les gènes qui régulent votre hypoxie, etc., sont tels et tels. D'accord ? Donc, ce sera aussi informatif sur votre façon, la façon optimale de laquelle vous devriez vivre, en fait. On vous dira, il ferait mieux de manger ça ou de vous comporter de cette façon, etc. Et est-ce qu'on pourrait aussi imaginer de retrouver des ancêtres de cette manière? Essayer de voir si peut-être nous deux, nous sommes cousins ou cousins de Napoléon ou de Jules César? Oui, on peut, bien sûr. Alors ça, c'est un problème qui est très différent. C'est le problème de la filiation. C'est la double... si vous voulez, c'est la double... ce qu'on trouve dans l'ADN, en fait, c'est ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Ce qui s'est passé, c'est les traces qu'on tire, que chacun d'entre nous tire sur notre ADN de notre passé. Vous avez des traces de vos parents, vous avez des traces un peu moins fortes de vos grands-parents, un peu moins fortes, etc., etc. Parce que chacun a laissé une empreinte dans votre ADN. Et de la même façon, on peut essayer de prédire ce qui va se passer en fonction de ce que vous lisez. Ça touche le domaine de la médecine prédictive. C'est-à-dire, voilà, ce que je vous disais sur les pourcentages, qu'est-ce qui va m'arriver dans 10 ans, qu'est-ce qui va m'arriver dans 20 ans, etc. Alors, décoder l'ADN, ça peut aussi avoir un but quasi capital dans le traitement de certaines maladies. Si je sais que votre ADN est fait d'une certaine manière, je pourrais peut-être développer des médicaments qui sont ultra personnalisés. Oui, c'est ça. Donc, on peut imaginer ça. Donc, il y a un vrai intérêt derrière. Donc, il y a deux choses. Il y a le côté de la médecine prédictive puis la médecine personnalisée. C'est-à-dire... soit de tomber, par exemple, sur un gène où visiblement vous allez au-devant de gros problèmes. Et ça, on en connaît certains aujourd'hui. Les femmes qui, par exemple, malheureusement, ont une mutation dans un gène qui s'appelle BRCA1 ou BRCA2, savent qu'elles ont un risque très, très élevé de développer une tumeur du sein. Tellement élevé qu'on leur dit parfois de se faire enlever les seins, en fait, de façon préventive. Donc ça va être généralisé grâce à l'analyse du génome. Et puis, effectivement, il y a des gens qui vous diront, dans votre situation génomique, cher monsieur, moi, je ferais plutôt ça que ça. Et puis alors l'autre aspect, c'est donc la médecine adaptée à votre constitution génétique. C'est-à-dire, on va vous dire, suite à ce qu'on a lu dans votre génome, vous feriez mieux de prendre ces pilules le matin plutôt que le soir, ou bien vous devriez plutôt prendre ce traitement chimiothérapique plutôt que cet autre traitement, parce qu'il est mieux adapté à la réponse que vous allez donner. Donc ça, c'est de la médecine personnalisée. Alors, Jacques Nérinck, cette médecine personnalisée, elle ne sera possible que si la loi nous autorise à chacun à faire son génome. Que dit la loi suisse actuellement ? Alors, la loi suisse est extraordinairement restrictive. Je vais lire l'article 2 qui dit quels sont les buts. Alors, le but de la loi, c'est d'assurer la protection de la dignité humaine et de la personnalité. On ne voit pas très bien pourquoi l'analyse du génome serait contraire à la dignité humaine et à la personnalité. Et le second but, c'est de prévenir des analyses génétiques abusives
et une utilisation abusive des données génétiques. Donc, nulle part, on nous dit dans les buts de la loi qu'il faut promouvoir la recherche dans ce domaine pour faire de la médecine prédictive ou de la médecine personnalisée. Dans les prescriptions de cette loi, il y a un principe fondamental avec lequel tout le monde est d'accord. Nul ne peut être obligé de faire une analyse génétique. Et puis, un assureur ou un employeur ne peut pas exiger cette chose de la part d'un futur employé ou un futur assuré. Dans le domaine médical, on ne peut pas faire une analyse génétique si vous le demandez simplement. Il faut qu'un médecin, dans le cours d'un traitement, décide qu'effectivement, il y a une menace précise et à ce moment-là, il fait faire cette analyse avec votre accord et moyennant remboursement de l'assurance maladie. Mais ça, je peux aller quand même le faire aux États-Unis. Bien entendu. Depuis la Suisse. Bien entendu. Sans prescription médicale. Sans prescription médicale. Alors, le drame, c'est que tout ce qui a été fait comme protection dans le cadre de la loi suisse commence à être tourné puisque les gens s'adressent via Internet. Et donc, il y a un article un peu bizarre, l'article 6 de cette loi, dont le titre original était « Le droit de ne pas savoir ». Le droit de ne pas savoir dans cet environnement-ci, c'est tout simplement un blasphème. J'ai essayé d'expliquer ça à mes petits camarades, et puis on a transigé, et ça s'appelle maintenant le droit de n'être pas informé. C'est-à-dire que, quand bien même on a fait une analyse génétique, vous pouvez dire vous avez probablement trouvé des choses désagréables, je préfère ne pas le savoir. J'ai essayé d'introduire un article, le droit d'être informé, c'est-à-dire chaque personne a le droit de demander une analyse génétique. Sans l'avis de son médecin ? Sans l'avis de son médecin, c'est-à-dire il dit au médecin, faites-moi une prescription pour que j'ai le droit d'aller dans un centre spécialisé. D'accord, le médecin n'aurait pas le droit de refuser. Mais le médecin n'a pas le droit de refuser, il en assume les coûts qui sont relativement faibles. Alors ce genre de choses a été refusé avec indignation en commission sciences, éducation, culture. J'étais le seul sur 25 à le soutenir. Et au plénum du Conseil national, il y a eu 24 voix pour donner aux gens le droit de connaître leur génome. Et donc, il y a une résistance fondamentale, et cette résistance utilise toujours le même argument, vous ne voulez tout de même pas faire de l'eugénisme. Et quand on dit eugénisme, on dit vous voulez tout de même pas sélectionner des enfants avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Et quand on leur dit ce n'est pas de cela qu'il s'agit, c'est un problème médical, de médecine prédictive ou de médecine personnalisée, on répond oui, mais vous n'allez tout de même pas lutter contre les handicaps. Il est bon qu'il y ait parmi nous un certain nombre d'handicapés pour que nous puissions les soigner. Et s'il y en a trop peu, ils seront stigmatisés. Oui, mais en même temps, on peut comprendre que si tout le monde a effectivement son génome, on ne peut pas séparer le côté médical de tout le reste. Le génome est là, il est décodé, il est accessible. Et donc, il y a effectivement des risques d'eugénisme. Mais il y a des risques d'eugénisme, pas exactement. Aux États-Unis, on peut faire déterminer le sexe dans le diagnostic préimplantatoire. Et on peut choisir décider, d'avorter si... Oui, et donc en procréation médicalement assistée, décider, je désire avoir plutôt une fille qu'un garçon ou vice-versa. Alors on s'est dit, ça va modifier le sexe ratio. Eh bien, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que dans une famille où il y a eu 2 garçons, les parents disent légitimement « j'aimerais bien d'avoir une fille ». Et j'estime que c'est un droit fondamental. Mais ce droit n'est pas reconnu dans la loi suisse. Le diagnostic préimplantatoire... Alors, qu'est-ce que c'est le diagnostic préimplantatoire ? En procréation médicalement assistée, on peut produire in vitro un certain nombre d'embryons, prélever une cellule sur chacun d'entre eux et voir lequel porte encore la trace d'une maladie génétique. Pour faire ça correctement, il en faut une dizaine. Dans la Constitution suisse, dans l'article 119, de fait, on restreint le nombre à 3 et les spécialistes disent, dans ce cas-là, nous ne pouvons pas agir, nous ne sommes pas sûrs d'avoir un embryon correct. J'ai proposé une modification de cet article 119 de la Constitution. Et là, j'ai obtenu environ, c'était 4 voix sur 25 en commission. D'accord. Voilà. Donc, le diagnostic préimplantatoire, pour l'instant, est interdit. Les gens doivent aller le faire à l'étranger. Et c'était revendiqué par la gauche en disant, nous avons
obtenu, nous, les femmes, le droit d'avorter, nous désirons pouvoir l'utiliser. Il faut implanter au hasard et puis diagnostic prénatal, éventuellement avorté. Mais Denis Duboul, vous, ce diagnostic préimplantatoire, c'est quelque chose que vous défendez? Vous pensez pour... Écoutez, je trouve le débat qu'on a, c'est intéressant parce que je pense que le diagnostic préimplantatoire est anecdotique en fait. Il est extrêmement utile, il serait extrêmement utile aujourd'hui et il va être extrêmement utile dans les 10-15 ans à venir. Mais à terme, si on décide vraiment de débattre sur qu'est-ce qui va se passer dans 20-30 ans, le diagnostic préimplantatoire, à mon avis, sera totalement obsolète parce que les gens eux-mêmes se sélectionneront pour se reproduire selon des critères dérivés de leur génome. Donc, on n'aura plus de cas de figure où on ne saura pas ce qui va sortir de l'embryon. C'est-à-dire, vous aurez... Comment vous sélectionnez pour se reproduire les personnes? De la même façon... Vous sélectionnez en fonction de leur génome? Écoutez, prenons peut-être un exemple concret pour que les gens comprennent. Il y a un enfant qui naît sur 10 000... avec une maladie qu'on appelle la phénylcétonurie. C'est une maladie qu'on peut traiter aujourd'hui, mais qui est ennuyeuse pour l'enfant. Si vous faites un petit calcul mathématique, vous comprendrez qu'il y a à peu près 2% de la population qui est porteur sain. Donc, dans cette audience-là, il y a probablement une personne qui est porteuse saine mais elle n'est pas du tout malade, elle ne sait même pas qu'elle a ce mutant. C'est que si cette personne a un enfant avec une autre personne, la probabilité va donc être de 4 sur 10 000. Comme il y a un enfant sur 4 qui souffrira, c'est 1 sur 10 000, d'accord? Bon, une fois que vous avez votre séquence, vous savez que vous êtes porteur sain. Donc, quand vous allez rencontrer une personne, mais là, il faut se projeter dans 20 ans, vous n'allez pas demander que la personne ne fume pas ou qu'elle soit intéressée au cinéma, ou etc. Vous allez demander, que se passe-t-il? Quel polymorphisme vous avez sur le chromosome 8 de Q31? Et si ça va être sympa, l'essence de drague. Hein. Mais écoutez... Ça se passe déjà comme ça aujourd'hui en quelque sorte. Vous avez les speed dating, vous avez ces sortes de nouvelles façons d'avoir des interactions sociales. Et c'est ça que va changer fondamentalement le génome en fait. C'est un problème de société. C'est pas un problème de diagnostic préimplantatoire, à mon avis, qui serait utile aujourd'hui en Suisse malheureusement, comme d'habitude. Quand il deviendra autorisé, il sera inutile. C'est pour ça que les gens actuellement vont en Belgique ou en France pour le faire. Mais ça va changer fondamentalement notre façon de nous reproduire. Bien entendu, il y aura des logiciels qui mettront les génomes des deux personnes ensemble et puis qui vous donneront un certain nombre de paramètres avec à la fin un petit yes ou un petit no. Oui, mais ça va complètement déstabiliser la société. Mais bien sûr, ça c'est une des grandes déstabilisations que va apporter le séquençage du génome. Et l'autre, à mon avis, il y en a deux autres. La seconde, c'est l'énorme océan de narcissisme dans lequel tout le monde va plonger, parce qu'on ne va être plus intéressé que par une seule chose, c'est son génome, finalement. On va passer sa vie à se demander comment notre vie va se passer, ce qui est un non-sens philosophique. Et troisièmement, c'est la notion de choix. Les gens vont se retrouver en permanence devant des choix à prendre. Et les êtres humains, en fait, ne sont pas tellement attirés par faire des choix. Demandez aux étudiants, là, vous verrez, c'est très difficile de faire un choix. Quand il s'agit de savoir si vous allez manger un truc ou un autre, ou acheter une paire de pompes, vous pouvez choisir. Quand vous devez choisir, si on vous dit vous avez 45% de risque de développer une tumeur de la prostate entre 60, etc., mais ce n'est pas totalement sûr, qu'est-ce que vous allez faire? Ça sont des choix qui vous plombent l'existence, et ces choix vont être permanents. Tout à l'heure, M. Nering disait le droit de ne pas savoir, mais de ne pas savoir quoi? Si par exemple quelqu'un vous dit en regardant votre génome, on a une super nouvelle pour vous. Bon, vous dites, dites-la moi. Vous avez un polymorphisme sur ce gène qui fait que vous allez pouvoir manger, mais comme un chancre, sans grossir. Ok, bon, vous le savez que vous avez ce polymorphisme. Mais le problème, c'est que la recherche avance. Si 5 ans plus tard, des chercheurs trouvent que ce polymorphisme qui est tellement intéressant, en fait, il est létal à l'âge de 45 ans à cause d'une maladie horrible. Vous le savez, vous n'avez pas demandé pour savoir quelque chose de mauvais, vous avez demandé pour savoir quelque chose de bon. Okay? Donc vous ne pouvez pas définir ce qui est souhaitable et ce qui n'est pas souhaitable, parce que la recherche, actuellement, on comprend peut-être 1% ou 2% du contenu de notre génome. Donc, se faire séquencer, c'est prendre un risque. C'est sûr. Et ce risque, par rapport à ce que dit Denis Duboul, Jacques Nering, vous pensez qu'il est nécessaire aujourd'hui dans la société? Mais il ne faut pas l'évader complètement.
n'est-ce pas? Moi, reprenons le cas du diagnostic préimplantatoire. Dans la situation où nous sommes, je trouve intéressant de petit à petit éliminer toute une série de maladies génétiques. C'est la médecine préventive. Oui, parce qu'on pourrait imaginer petit à petit que les maladies disparaissent carrément. Il y a des gènes qui vont disparaître. Des gènes qui disparaissent en faisant ça. Si on ne produit plus que l'embryon qui ne porte aucun des deux gènes. Donc, moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est l'attitude générale du Parlement. Le Parlement, et ça je crois qu'il faut le dire dans cette Assemblée, devient de plus en plus hostile au développement de la science et des techniques. Et cela sous l'influence d'un parti. Il y a un parti qui a ça comme fonds de commerce. Hein. Et petit à petit, il exerce une pression sur les autres partis. Et je dirais la thèse générale, petit à petit, héritée de Rousseau, bien entendu, consiste à dire tout ce que la nature fait est bien fait, sauf l'homme qui n'est qu'une erreur. Dans le débat sur les OGM, le peuple s'est prononcé. Le Parlement acceptait les OGM. Le peuple l'a refusé. La nature fait mieux au hasard que ce que l'on peut faire dans une station agronomique où l'on sélectionne les plantes pour qu'elles n'aient pas de maladie. Oui, mais c'est défendable, ça, d'une certaine manière. On ne sait pas, on joue un peu les apprentis sorciers avec ces génomes oui. que tout le monde décode. Enfin, oui. Philosophiquement, éthiquement, on n'a pas encore beaucoup réfléchi. C'est quand même récent, le décodage du génome humain. On peut comprendre qu'il y a un petit peu de réticence. Donc il y a eu des réactions de rejet tout à fait au début. En analyse génétique, les chercheurs ont y compris chez les scientifiques. Oui, ont commencé par avoir peur. Mais moi, je crois qu'il faut courir des risques en matière de science, en matière de technique. Si on ne court pas de risques, et on en court, et il y aura probablement des retombées qui seront des retombées négatives, certaines exprimées par mon collègue Duboul, mais c'est une option philosophique. Moi, je dirais il faut au moins donner aux gens la liberté d'accéder à leur génome. Pour l'instant, on le leur interdit. On dit que ce sera nocif pour leur mental. Donc il vaut mieux, ce sont des mineurs, ce sont des ignorants, les maintenir dans l'ignorance. Donc il y a derrière tout ça un gigantesque plaidoyer pour l'ignorance, plaidoyer qui se traduit parfois au moment où on doit décider les budgets et où au fond on se dit oui, on ne peut pas fermer les universités, mais on va tout de même les mettre à la portion congrue. Oui, non, ce que j'aimerais dire, c'est sur l'aspect politique, gouvernement, chambre fédérale, etc. De la même façon qu'Internet a aidé à produire des révolutions sociales, je pense que le séquençage du génome va conduire à la reprise en main par la population de sa destinée. Et à mon avis, des décisions sur la législation de ce domaine seront également obsolètes dans 15 ans. Il va y avoir ce qu'on commence à voir aux États-Unis, des réseaux de malades qui vont se mettre ensemble sans demander l'avis de personne, qui vont partager leur génome, qui vont enrôler quelques médecins, quelques conseillers en génétique au sein de ces réseaux, qui vont grandir. Vous allez rejoindre ces réseaux parce que vous savez qu'ayant cette maladie, vous allez retrouver 300 000 personnes qui ont cette même maladie sur Internet. Vous allez décider de votre traitement, vous allez implémenter, mettre en œuvre vos traitements, obtenir vos médicaments par Internet. Ça veut dire que vous allez shunter la politique, vous allez shunter la médecine traditionnelle, vous allez shunter la pharmacie traditionnelle. Donc là encore, je pense que c'est un changement total de paradigme de notre société. C'est pas simplement de demander au Parlement qu'il fasse une petite loi pour nous permettre. En fait, ça, c'est pour les 10-15 ans à venir. Mais à l'échéance de 20-30 ans, ça va totalement changer notre relation avec la médecine. Au point même, vous m'en avez parlé tout à l'heure, que les États-Unis aujourd'hui demandent à ce que les citoyens suisses se fassent décoder leur ADN pour entrer aux États-Unis. Oui. C'est une demande qui a émané hier du gouvernement américain. C'est arrivé hier, à ma grande surprise. Donc le régime actuel est le suivant. Si vous avez un passeport numérique, vous pouvez entrer aux États-Unis sans visa. Pour avoir un passeport ordinaire, vous devez demander un visa, ce qui est déjà long, coûteux et ennuyeux. Alors, les États-Unis sont en train de mettre des restrictions. Même ceux qui auront un passeport numérique devront communiquer leur profil ADN pour que celui-là soit comparé avec celui des terroristes de Guantanamo, etc., pour éventuellement vous tenir à distance. La question a été débattue en commission. Et moi, j'ai fait remarquer une chose, c'est que avec la loi
telle qu'elle existe, c'est tout simplement C'est pas possible. interdit. C'est interdit. On peut pas le faire. On ne peut le faire qu'en matière criminelle, en matière pénale, bien entendu, si on veut identifier quelqu'un. Et d'autre part, la loi dit bien qu'un assureur ou un employeur ne peut pas demander une analyse ADN, mais si le profil ADN, il y a 300 000 visiteurs suisses par an aux États-Unis, si le profil ADN de 300 000 personnes est transmis aux États-Unis, je me fais fort d'imaginer que lorsqu'un employeur américain s'installera ici, il demandera communication de l'ADN de ses futurs employés. Donc on est dans un état d'incohérence, et comme le dit fort bien mon collègue Duboul, les choses changent extrêmement rapidement. Mais si un tel phénomène se produit, on aura quand même des garanties sur le côté confidentiel de ces génomes, ou c'est un truc qui est ingarantissable, parce que de toute façon, il y aura des fuites, ça partira dans tous les sens, et puis notre génome qu'on voulait faire juste pour nous, oui. Il y a quand même une copie quelque part qui sera copiée pour une base de données, pour chercher des maladies, etc. On peut imaginer que tout d'un coup, il y a une base de données mondiale avec les génomes de tout le monde. Donc, ou en tout cas de ceux qui ont accepté de... L'incohérence est la suivante. Si quelqu'un veut connaître son génome en Suisse, c'est interdit par la loi. Si les États-Unis veulent connaître votre génome, ils ont le droit de l'imposer à la Suisse. En d'autres mots, nous sommes arrivés dans une situation où c'est la législation américaine qui passe au-dessus de la législation suisse, et ça a été accepté. Le vote a eu lieu hier en commission. Il y a 8 personnes sur 25 qui s'y sont opposées, dont moi, bien entendu. Ok, ben merci beaucoup. Ah, vous vouliez réagir? Non, encore? juste une toute petite chose sur la confidentialité du génome, etc. Parce que c'est vraiment l'aspect paradoxal du séquençage du génome qui est intéressant à commenter. C'est que d'un côté, on a ce retour sur soi-même, donc ce narcissisme exacerbé où on va passer ses soirées à compulser son génome. De l'autre côté, en fait, l'information qu'on sort du génome n'est valable que par comparaison à d'autres, finalement. Et ça, c'est la règle de la génétique. Donc on a besoin d'une grosse base de données. Voilà, c'est-à-dire donc en mettant à disposition publiquement son génome, on aide indirectement des gens qui souffrent. Et c'est là où se trouve l'aspect paradoxal, c'est qu'effectivement, le plus de génomes seront disponibles, le plus rapidement on arrivera à comprendre et à résoudre des problèmes de santé. Ok, ben merci beaucoup Denis Duboul et merci beaucoup Jacques Nérinck pour toutes ces explications. Et puis, on va passer maintenant à un quart d'heure de questions. J'imagine que ça suscite beaucoup d'interrogations parmi vous tous. Voilà, il y a 2 micros qui sont là et si vous voulez poser des questions à nos invités, sentez-vous libre. Voilà, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a déjà une première question ? Oui, ici. Voilà, monsieur. Bonjour. Alors, bonjour. Je suis Michael Hersch. J'ai une question concernant la vision qu'a esquissée Denis Duboul par rapport à chacun va s'auto-médiquer, la médecine du futur personnalisée, où chacun, d'une part, chacun décidera pour lui-même comment est-ce qu'il va se soigner. Donc ce sera plus comme c'est maintenant centralisé avec des règles données par les autorités politiques. Comment est-ce que vous voyez la solidarité nationale en termes de frais de couverture médicale dans un cadre comme ça? Est-ce que chacun se médiquera tout seul, mais paiera aussi tout seul ses soins? Je ne pense pas que ce sera de l'automédication, parce que la compréhension de votre génome, la mise en commun des données ne va pas vous donner un diagnostic très, très clair. Et puis peut-être y aura-t-il parmi les internautes qui partagent votre pathologie des gens qui vous diront tu ferais mieux d'utiliser ça que ça. C'est ce qui se passe actuellement en fait. Mais là-dedans, il y aura des médecins. Donc les réseaux de malades qu'on a actuellement, les réseaux de soins vont se transformer en immenses réseaux Internet où si on vous diagnostique une maladie, un diabète ou peu importe, vous allez rejoindre ce réseau, mais sur la base du volontariat bien sûr. Et puis au sein de ce réseau, vous allez avoir des médecins, des conseillers, etc. Tout ça coûtera très peu cher finalement, tout en étant incroyablement plus puissant qu'une relation patient-médecin simple, dans laquelle évidemment le côté social est prépondérant, c'est très important d'avoir ce dialogue, mais dans laquelle le médecin ne disposera pas de la quantité de données qui sera disponible sur Internet. Donc, à mon avis, cette relation qu'on a actuellement entre un patient et un médecin, où vous examine, vous pose un diagnostic, à terme va disparaître. Bon, c'est une vision un peu provocateur de dire ça, mais à terme disparaîtra pour des énormes réseaux de soins. Alors, évidemment, les gens qui ont plusieurs maladies passeront
d'un réseau à l'autre, où il y aura des conseils qui seront donnés. Tout de suite, vous recevrez 25 000 avis. Oui, fais ça parce que chez moi ça a marché, mais vous n'aurez pas les 25 000 avis. Il y aura des statistiques qui vont s'afficher. Ce seront tous les internautes qui partagent votre maladie, qui vont dire oui, oui, j'ai essayé ça il y a 5 ans, ça a super bien marché. Puis d'autres qui diront non, non. Mais pourquoi oui et non? Retour au génome. Parce que si vous avez ce polymorphisme, c'est plus utile de faire ça que ça. Donc tout ça va se mettre en place et ça va être pris en charge par les malades. Et c'est là où il y a le changement de paradigme, en fait. C'est les gens, ce qu'on appelle la médecine citoyenne, en fait. Les gens vont finalement décider de leur futur, mais bien sûr, basé sur des avis médicaux qui seront recrutés. Les médecins, plutôt que d'avoir une belle porte et une belle plaque dans les rues basses à Genève, auront au site web. Seront affichés, je suis le médecin référent du site, etc. D'accord, merci. Une autre question? Oui, monsieur? Merci. Une première question à Denis Duboul, c'est quelle est la qualité de ce qu'on peut obtenir aujourd'hui pour 1000 francs ou un peu plus? Parce que les premières séquences, c'est quand même très difficile à faire. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce qu'on sait quelque chose sur la qualité de ce qu'il y a? Non, ce qu'on reçoit de compagnie est de très bonne qualité. Ce qui est de très mauvaise qualité, c'est si, par exemple, pour la recherche fondamentale, vous faites séquencer une vache, alors là, vous allez avoir un nombre d'erreurs invraisemblable, parce que vous faites séquencer tout le génome. Okay, mais imaginez, au lieu d'un plat de spaghettis, imaginez un jeu de Mikado. Okay. Ce que vont faire ces compagnies, c'est uniquement vous envoyer la séquence des petits traits de couleur. Mais donc, ça, c'est de bonne qualité, cette partie. Ça, c'est de bonne qualité parce qu'il y en a peu. Et puis, ils en séquencent tellement qu'ils arrivent à améliorer la qualité chaque fois qu'ils séquencent. Mais tu avais l'air de dire que peut-être demain, c'est entre les couleurs des Mikado qu'il y a des séquences importantes qu'aujourd'hui, on Absolument. C'est le même principe qu'il y a en informatique sur les mémoires. C'est absolument clair que dans 10 ans, on séquencera l'intégralité du génome, tout. Okay, toute l'assiette, dans 10 ans. Pour un prix qui sera compétitif et rapidement. J'avais une deuxième question, c'est que quand vous avez eu le débat sur les empreintes ADN liées à l'identification, moi j'avais cru que ces empreintes, elles se faisaient sur des parties de l'ADN qui n'avaient rien à voir avec des gènes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas identifier des polymorphismes, des maladies. Absolument. Ça, je voulais pas interrompre une fois de plus, mais effectivement, ce qu'on va nous demander à l'entrée aux États-Unis, c'est pas du tout un profil génétique pour savoir si vous êtes bon ou mauvais. C'est simplement ce que les gens, la police scientifique séquence sur les lieux de crime. C'est ce qu'on appelle des microsatellites, c'est des petits bégaiements de l'ADN où on est absolument sûr que chacun d'entre nous est absolument spécifique. Mes microsatellites sont différents de ceux de monsieur. Donc, à l'entrée... En fait, mais pas de votre frère jumeau. Non, exactement. En fait, je pense que c'est moins discriminateur que la rétine. Parce que la rétine, pour des raisons X ou Y, est plus différente entre des vrais jumeaux que ne le sont ces tests d'ADN. Donc, je ne suis pas tellement scandalisé par ça. Ça va venir partout. Hein. C'est clair que dans l'espace Schengen, s'il existe toujours dans 10 ans, on devra mettre un peu de sueur ou de salive à l'entrée et il y aura vos microsatellites qui sortiront. J'ai encore une question. Est-ce qu'il y a déjà des exemples concrets de prédispositions positives? C'est-à-dire, on entend toujours vous risquer, des exemples que vous prenez aussi. Mais est-ce qu'il y a déjà des polymorphismes sur... Je peux manger du steak jusqu'à 100 ans? Non, il y a beaucoup de... Alors effectivement, il y a par exemple un cas typique. Je voyais mon collègue Trono qui était là tout à l'heure. Il y a des cas typiques où on peut vous dire que vous pourriez avoir une résistance à certains virus si vous avez ce type de polymorphisme. Vous savez par exemple qu'en Afrique, dans les régions où il y a beaucoup de malaria, on trouve un polymorphisme qui vous donne une autre maladie, qui est une anémie en fait. Mais si vous l'avez, vous avez de la chance parce que vous résistez à la malaria. Donc souvent, vous avez quelque chose de négatif et de positif. Donc encore une fois, une balance, hein, un choix. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Bonjour. Une question pour revenir sur le droit de savoir. Aujourd'hui, quand on fait une prise de sang pour avoir des analyses, on a aussi accès techniquement à toute une masse d'informations qu'on demande ou pas. Par exemple, on peut très bien mesurer si on a le sida, mais en fait, la prise de sang, au départ, est faite pour le cholestérol. Donc, les tests ADN, pourquoi est-ce que le débat est aussi houleux sur les tests ADN et pas sur les échantillons sanguins, alors qu'au final, on pourrait tirer un nombre aussi important d'informations que l'on peut savoir ou pas? Quelle différence voit-on aujourd'hui entre ces deux types de tests? Oui.
Moi, je crois que le fond du problème, c'est le même que dans le cas de l'OGM. Dans le cas d'OGM, on peut dire, dans une ferme, il n'y a que des plantes et des maladies et des animaux génétiquement modifiés, par sélection au fil des siècles. Et ça, on estime que c'est bon. Le peuple a refusé à une large majorité que ce soit les stations agronomiques qui, au lieu de laisser faire le hasard et les croisements, que l'on aille changer un gène quelque part. Et donc, on a refusé que l'espèce humaine prenne la responsabilité de l'évolution biologique pour des plantes et des animaux. A fortiori, on le refuse pour soi-même. Se dire, nous avons maintenant la responsabilité de notre avenir en matière d'évolution, nous pouvons éliminer toute une série de maladies génétiques, et puis quoi après ? Est-ce qu'on va commencer à sélectionner les enfants les plus intelligents ? Les enfants qui ont le plus de goût pour la musique, qui ont tel ou tel trait de caractère. On est rapidement dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où on décide qu'il y a un certain nombre d'alpha, de bêta, de gamma et de delta, puisque dans une société, il faut aussi des gens qui lavent la vaisselle. Juste une petite précision, actuellement, si vous faites une prise de sang, vous devez déclarer, vous devez demander le test HIV pour l'avoir. Hein. Donc là, vous parlez de situation très spéciale. C'est par exemple une arrivée aux urgences, une transfusion, des choses comme ça. Mais autrement, les tests sanguins, on vous demande de mettre une croix sur ce que vous voulez, en fait. On ne vous fait pas de test sans vous le dire. Okay, une dernière question encore ? Non ? Pas de dernière question. Alors voilà, on va terminer. Encore merci pour vos interventions. Juste peut-être si vous voulez prolonger le débat, quelques livres. Voilà, merci. C'est vous qui l'avez écrit ? Non. La génétique, on va les mettre ici pour la caméra. La génétique, c'est... oui, bon... un livre extrêmement complet en fait sur toute la génétique. Alors attention, j'y vais un petit peu plus vite que vous. Voilà, le livre de Watson, qui est quand même le découvreur de l'ADN. Oui, je sais, il est très critiqué. Mais c'est sur l'histoire de cette découverte dans les années 50 et puis ensuite l'histoire du prix Nobel de médecine qui a suivi en 1962. Ça, vous me le rendez. Thérapie génique, espoir illusion de Bertrand Jordan, qui pose aussi la question, est-ce que oui ou non ces thérapies géniques vont permettre de faire avancer la médecine. Un roman, ça je suis sûr que ça vous plaît vu la photo, la couverture. Un roman My Beautiful Genome qui pose cette question, le droit de savoir, est-ce qu'on a envie ou pas de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de notre génome. Et puis celui-ci que vous vouliez piquer, que je ne vous offrirai pas, car il n'est pas à moi. Bienvenue à Gattaca, le fameux film, le DVD. Voilà, c'est une petite sélection qui a été faite par la bibliothèque de l'EPFL et je les en remercie. Ok, merci beaucoup Denis Duboul et merci beaucoup Jacques Nérinck pour toutes ces explications.